Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous. Cette semaine, j'ai le plaisir de retrouver Jean-Louis Lozachmer pour nous présenter, parler autour de son livre Bon baiser de Néron, édité chez Edilivre. Donc, bonjour Jean-Louis Lozachmer. Bonjour. Je voulais revenir sur un personnage dont je n'ai pas du tout entendu parler. À la fin de votre livre, il y a Dernière lettre à Lucilius. Oui. Et je voulais savoir, présentez-nous un petit peu Lucilius. Alors, Sénèque, j'ai dit qu'il était connu pour ses poèmes, ses pièces de théâtre, ses traités philosophiques, ses dialogues comiques, mais il est aussi connu pour ses lettres à un ami qui avait une place de gouverneur en Sicile, une place importante dans l'Empire romain. Il s'appelle Lucilius. Et ils ont échangé une correspondance qu'on a conservée. Il doit rester à peu près 150, 160 lettres qu'on a gardées. Et quand je parle de lettres, c'est pas forcément une lettre d'une page. Hein. Ça peut être aussi... une petite nouvelle. Alors, c'est pas des... Oui, se raconte... C'est pas des histoires, c'est plutôt des échanges philosophiques. En fait... Il y en a un qui est épicurien, Lucilius, donc il n'est pas d'accord avec Sénèque, stoïcien, et Sénèque lui a envoyé beaucoup de lettres pour essayer de le convaincre de devenir stoïcien, c'est-à-dire d'être stoïque face à la souffrance et d'avoir une vision de la vie qui soit élevée, qui permette de faire sa statue. C'est l'expression de Sénèque, c'est-à-dire de se présenter et de ne pas être flou. C'est-à-dire d'avoir une certaine netteté qui donne une fierté personnelle, en fait, un accomplissement en fait dans la vie. Et donc, ils ont échangé beaucoup, ces deux personnages, et j'ai créé cette lettre, parce qu'elle n'a jamais été écrite. J'ai imaginé qu'il a envoyé une lettre à Lucilius. Alors, on a dit que Néron, non seulement voulait contraindre au suicide son ancien professeur, et son ancien Premier ministre Sénèque, mais en plus, il a un deuxième aspect de sa vengeance, c'est d'atteindre l'écrivain. En fait, il le menace de faire disparaître toutes ses œuvres. À l'époque, c'est pas très difficile parce qu'il n'y a pas des milliers de copies. Donc, il suffirait de demander à toutes les bibliothèques, à toutes les bibliothèques publiques, les bibliothèques privées, de rassembler tous les... Alors c'est des manuscrits, oui, à l'époque c'est plutôt des manuscrits, de Sénèque, et de les détruire, de les brûler, tout simplement. Premier autodafé de l'histoire. Voilà, c'est peut-être le premier, parce qu'il l'a fait quand même, on parlera de deux autres auteurs tout à l'heure, Lucain et Pétrone, mais voilà, c'est la menace, c'est je vais non seulement te demander de disparaître, mais je pourrais en plus détruire toutes tes œuvres, de telle sorte qu'il n'y ait plus de copies. Et donc cette lettre à Lucilius, cette lettre fictive, c'est aussi pour demander à Lucilius de conserver les traces de ce qu'il a écrit, parce qu'on ne sait jamais. Bon, il peut accepter de mourir, mais la mort pour un écrivain, la mort complète, c'est de ne pas avoir de postérité. La postérité, ça passe parce qu'on garde des écrits. Et c'est là que Néron est particulièrement, je dirais, vicieux, dans la mesure où il veut aussi attaquer Sénèque dans sa dimension d'écrivain, à cette dimension intime. Il veut détruire son œuvre. Parce qu'il a une certaine jalousie à l'égard des auteurs. Il faut savoir que Néron, il a essayé d'écrire des poèmes, de les mettre en musique, et il cassait les oreilles de toute la cour, qui l'applaudissait évidemment, mais en fait, il n'était pas très doué. Par contre, il savait très bien repérer les vrais talents. Et donc, la menace à l'égard de Sénèque, c'est de dire, je peux en plus te détruire, je détruis ta postérité, c'est-à-dire toute ton œuvre. Et là, c'est une menace à laquelle... Sénèque est très sensible, donc il demande à son ami Lucilius de conserver leur correspondance, ce qui représente, on a encore ces lettres, et ces lettres sont aussi, ça peut être aussi des lettres qui représentent pas mal de pages, hein. C'est une correspondance très volumineuse, et très, très amicale, et très formatrice dans la mesure où voilà, ils essaient d'échanger des points de vue sur l'existence, et ça a duré pendant des années. C'est un petit peu les deux grands courants de pensée de l'époque, ça, les stoïciens et les épicuriens. Alors, il y a les stoïciens et les épicuriens, oui, enfin, dans la classe romaine supérieure, on pourra dire, au niveau intellectuel. Mais ça date des Grecs, hein, c'est aussi l'influence grecque qu'on retrouve.
Et puis ce sont les gens qui s'affranchissent un petit peu aussi des religions classiques, avec les dieux classiques. On connaissait Jupiter, Neptune, etc. Donc c'est une manière d'envisager l'existence. Chez Sénèque, il y a parfois un petit peu un côté chrétien. Par exemple, dans ses textes, il dit qu'il est choqué par le massacre qu'on peut trouver dans les jeux des gladiateurs. C'est quelque chose qu'il n'aime pas, parce qu'il ne trouve pas naturel, il trouve qu'ils en rajoutent, il faut que ça saigne. Il le dit dans les textes et il est outré. Donc de ce côté-là, il se comporte parfois un petit peu comme un chrétien. Et c'est pas du tout dans l'époque. L'époque, elle est cruelle, et les gens sont cruels, et ils viennent pour voir du sang. Mais lui, voilà, la violence, on ne peut pas souscrire à ça. Voilà. C'est vrai que la violence, à l'époque, elle est étatisée, quoi. Enfin, on va distraire le peuple par des jeux dans les arènes, les jeux de violence, par le sang, et le peuple en redemande, quoi. Voilà, l'idée, c'est de tenir le peuple, c'est-à-dire panem et circenses, en latin, du pain et des jeux. Donc, l'empereur va dépenser des fortunes pour nourrir, offrir des festins aux citoyens romains et pour les occuper aux jeux. Parce que pendant qu'ils sont occupés à regarder les jeux, ils ne sont pas en train de demander quel nouvel empereur ils pourraient choisir et comment ils peuvent dégommer l'empereur précédent. Donc c'est aussi pour les occuper. Et c'est ce qui va un petit peu achever le règne de Néron, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Et quand il n'y a plus d'argent, on n'a plus les moyens de payer ces fêtes somptueuses pour occuper le peuple, et en particulier les citoyens romains. Et à un moment, il va en avoir marre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après l'épisode qui est décrit ici, pendant 2 ans, Néron part en Grèce pour faire la fête. Mais des fêtes gigantesques. Ça va être. Alors il va s'imposer, essayer de s'imposer en tout cas comme comédien, comme grand poète avec un public. Il va imposer aussi des jeux du cirque, dans lesquels il va concourir comme gladiateur, comme conducteur de char. Donc une mise en scène permanente, mais aussi, c'est pas tout à fait la ruine de l'Empire romain, mais c'est quand même, les caisses de l'État sont vides, et c'est ce qui causera sa perte. Oui, il pourra plus distraire. C'est vrai que distraire le peuple, il n'y a rien de mieux que de se permettre de régner. Pendant que le peuple est distrait, on fait ce qu'on veut, quoi. Alors si on parle de Rome, il faut comprendre qu'on est passé en l'espace de 100 ans à peu près, de 100 000 à 1 million de personnes, ce qui est énorme pour l'époque. Et les citoyens romains sont pas si nombreux que ça, en fait, majorité d'affranchis d'esclaves. Donc on peut considérer qu'un citoyen romain, même sans être très riche, il a au moins à son service 4 ou 5 esclaves, et il n'a pas besoin de travailler. En fait, c'est pas lui qui travaille. Il y a des artisans et les esclaves, les affranchis qui font ça. Non, lui, il va s'occuper de la politique, donc il va aller au forum, il va aller au therme pour se baigner et rencontrer ses amis, faire un peu de sport. Il est invité par certains hommes politiques pour qui il va voter par la suite au repas le soir. Donc c'est une vie qui est relativement tranquille. Tant qu'on est capable de lui assurer justement cet état où il n'a pas besoin de travailler particulièrement, tout va bien pour le citoyen romain. Par contre, si effectivement il y a des difficultés de ravitaillement, ce qui a pu arriver dans l'histoire romaine, s'il y a des difficultés pour se distraire et s'amuser, ça ne va plus du tout. Donc mais la révolte. Ils ne sont pas majoritaires, les citoyens. Non, ils ne sont pas majoritaires du tout. Les citoyens, ça ne comprend pas les femmes, ça ne comprend pas les enfants, ça ne comprend pas les étrangers, ça ne comprend pas les affranchis, ça ne comprend pas les esclaves. Donc en fait, ce sont eux qui prennent toutes les décisions, mais dans la population, c'est une proportion qui est relativement réduite. Mais ils ont quand même le pouvoir. Alors, oui, ils ont le pouvoir de voter sous la République, sous l'Empire, ils ont la possibilité de s'amuser par les jeux, mais ils ont beaucoup moins de pouvoir. Bon, ils vont élire des consuls, mais si les consuls sont déjà désignés par l'empereur, toutes les fonctions sont en fait plus ou moins désignées par l'empereur. Mais il y a une espèce de simulacre de démocratie où ils auraient... voilà. Mais c'est vrai, le pain et les jeux, c'est ce qui permet... C'est la base, quoi. Voilà, c'est ce qui permet de tenir le peuple. D'accord. Et donc c'est sûr que quand on n'a plus d'argent, c'est difficile de tenir le peuple. C'est pour ça que quand il reviendra de ces 2 années où il aura passé son temps à s'amuser et à faire le comédien, oui. Ça va se compliquer pour lui, quoi. Ça va se compliquer puisque le Sénat va décider de l'obliger à son tour l'obliger à suicider. Alors, c'est très... Enfin, vous le suggérez à un moment quand vous parlez, donc Sénèque est un stoïcien. Donc un stoïcien qui apprend à gérer la douleur, à accepter la mort sereinement.
mais sous-entendu, la mort qui intervient naturellement. Qu'en est-il quand il s'agit d'un suicide où là, il y a plus de destin, même si ça peut être son destin de finir suicidé, mais il n'y a rien de naturel dans un suicide. C'est programmé, pour un stoïcien, c'est plus compliqué finalement. Dans l'Antiquité, je pense qu'on a une approche du suicide un peu différente. Peut-être on pourra retrouver en Asie, dans les usages japonais par exemple. Hein, le seppuku, c'est le suicide honorifique. Voilà. Là, l'idée de toute façon, c'est qu'on n'a pas le choix. À l'époque, on ne peut pas prendre un jet et passer à un autre continent. Hein. De toute façon, une fois qu'on est repéré, on ne peut pas se cacher. C'est très très difficile. Par sa classe sociale, on ne peut pas se déguiser en esclave ou en affranchi. Donc, de toute façon, si l'empereur dit à telle personne qu'il doit se suicider, il n'a pas le choix, on est obligé de le faire. Ou il demande de l'exécuter. Ce qui est un peu particulier avec Sénèque, c'est qu'il y a toujours le côté un peu sadique de Néron. Néron lui dit « Tu as passé ta vie à écrire sur la mort, l'apprentissage de la mort. Hein. » La citation de Sénèque, c'est « Philosopher, c'est apprendre à mourir. » C'est ce qu'il met toujours au début de ses traités de philosophie. Donc mourir pour toi, c'est pas un problème. Néron, oui, on va aller jusqu'au bout du raisonnement. C'est puisque tu dis qu'il faut apprendre à mourir et que toi-même tu as mis ça en principe, donc ça ne doit pas être un problème pour toi de mourir du tout. Donc tu vas nous montrer que tes principes, tu peux les mettre à exécution. Hein. Tu as la théorie, tu vas passer à la pratique. Et comme ça, on va voir si effectivement tu avais raison et c'est si facile que ça. Donc voilà, c'est le côté un petit peu du discours de Néron qui est un peu vicieux, quoi. Voilà. Parce que bien évidemment, c'est sous-entendu la mort naturelle, quoi. Enfin, qui peut intervenir en fin de vie, quand on est vieux, enfin. Ouais, alors je sais pas si rentrer dans le cas de la mort violente, ça peut être en temps de guerre, en temps de maladie, parce que les maladies à l'époque, elles frappent beaucoup. Je crois que l'idée, c'est d'être prêt à quitter la vie, avec courage. C'est un peu l'idée. Ah oui, donc Sénèque va s'y tenir à peu près. Hein. Le suicide, finalement, c'est aussi quand même une forme c'est quitter la vie avec courage, puisque... C'est ça. De toute façon, un ordre impérial, il y a incontournable. Il n'y a pas d'autre possibilité. On ne peut pas y échapper. Non, on ne peut pas y échapper. Donc, et puis il va avoir du mal en plus, le pauvre, à se suicider. Ça va pas marcher du premier coup, quoi. C'est-à-dire que... Alors, il a choisi une méthode, il s'agit de trancher les veines au départ. Et donc, il ne faut pas imaginer qu'il est tout seul. Hein. Il y a l'officier envoyé par Néron qui est chargé d'assister pour bien vérifier qu'il va mourir. Il y a sa femme, ses amis, sa famille, ses esclaves. Donc malheureusement, il va se trancher les veines, mais le sang ne va pas couler assez vite. Donc, deuxième solution pour accélérer ça, il va prendre du poison. Mais le poison ne va pas bien marcher non plus. Donc ça va durer. Donc ça fait un petit peu désordre. Alors en fait, troisième, il va dans une chambre chaude et là il va mourir étouffé par la chaleur dégagée par les thermes. Voilà, bon, c'est pas terrible comme. Faut être un peu. Enfin, il avait une certaine obstination quand même dans son projet parce que. Il n'avait pas le choix, donc il fallait y arriver. Hein. Exactement. Pauvre Sénèque. Après avoir eu la vie qu'il avait eue, d'homme de lettres, j'imagine, admiré et populaire, finir comme ça, c'est quand même assez tragique quand même. Ah, alors c'est pas un philosophe dégagé de tout dans la vie. C'était quelqu'un qui faisait très attention à ses menus alimentaires, était plutôt végétarien, ce qui était pour la noblesse romaine pas très fréquent, et c'était un excellent nageur. On a pas mal de textes sur la natation, donc on savait que c'était un grand sportif. Je ne sais pas si c'est son régime minceur et le sport qui l'a empêché de mourir aussi vite, mais bon, c'était pas... ça lui a pas rendu service, ça lui a pas rendu service du tout, en tout cas. Bon, eh bien, sur cette fin de Sénèque, on va se quitter. On va laisser place à un petit peu de lecture, comme le veut le format de l'émission. Et je vous dis à demain. À demain. Jean-Louis Lozach meurt. Bon baiser de Néron. Je ne suis plus le petit garçon timide qui écoutait attentivement tes leçons, Sénèque. Oui, j'ai eu la chance que ma mère me confie à toi pour éduquer l'enfant inculte et oublié au fond du palais. Oui, tu m'as appris
tous les rudiments du langage et de la philosophie, de l'histoire et de la valeur de bien connaître les lettres. Tu as sauvé sans doute mon esprit des ténèbres où il baignait. Mais désormais, je tiens bien les rênes, fermement et avec passion. Si j'ai bien profité de ton enseignement, toi aussi tu as bien profité du pouvoir impérial pour t'enrichir et t'attribuer une fortune colossale. Bien étrange pour un philosophe qui a toujours prêché la modestie et la retenue. Maintenant, je reste la cible des archers tapis pour me faire tomber de mon char. Et tu manigances dans l'ombre ma chute avec tous les autres. Oui, le prince est seul, plongé dans une solitude effroyable. Et derrière tous ces bruits et ces murmures qui m'environnent, il y a le silence angoissant, comme un poison qui s'écoule et se répand au milieu d'une nuit profonde qui t'empêche de rêver sereinement. Une nuit où ne s'épanchent que des cauchemars sanglants nourris de peur qui t'éloignent sans cesse du sommeil. Rien n'incite le prince à dormir. Doit-il attendre comme un mouton qu'on égorge sa faim tragique ? Ah, le silence de la nuit est une boîte horrible où nous sommes crucifiés malgré nous. Heureusement, le jour nous appartient. La lumière du soleil nous fait renaître. Le prince a la lumière et il voit tous les contours du monde avec une netteté remarquable. Il voit aussi les hommes sourire devant lui à la lumière et leur mine sombre dès qu'ils sont dans son dos. Ce pourléchant d'un meurtre qui, veulent-ils croire, les délivrerait du prétendu monstre qu'ils seraient. Voilà la liberté à laquelle ils aspirent. Ma mort comme l'instrument de leur liberté. Mais quelle liberté! Ils veulent ma place, les fous. Mais qu'ils s'engraissent et jouissent plutôt. Et ce dont je suis sûre, c'est que tu n'es pas étranger au complot qui m'a été révélé. Car j'ai des amis. Pourquoi as-tu trempé dans ce complot tissé autour de moi comme une toile d'araignée dans laquelle je devrais me débattre, moi, l'empereur, et où l'on veut me précipiter ? Quelle sorte d'araignée es-tu ? Je t'assure, Néron, que je ne m'apprête à aucun crime de la sorte. Que vas-tu avancer comme preuve de ton innocence, Sénèque ? Que vas-tu essayer de me faire croire ? C'est toi qui m'as enseigné la logique et la dialectique. Or, ce complot existe bel et bien, et ce n'est pas le fruit de mon imagination délirante et maladive, comme certains voudraient le faire croire. Ou il n'existe pas, et je l'ai simplement inventé pour trouver le prétexte de sévir et de me débarrasser de personnages dont je veux me séparer définitivement. Ou il existe, et je peux de plein droit protéger le pouvoir impérial. Crois-tu vraiment que je t'aurais fait venir ici si je n'avais pas quelque certitude sur ta présence parmi les comploteurs ? Il est vrai, mais c'est le lot de tout prince et de tout roi, que je n'ai pas que des amis et que la raison d'État, mes décisions impériales ont certes pu pousser certaines inimitiés à la haine et à la volonté de vengeance. Mais derrière moi, il y a des enjeux qui dépassent totalement ces malfaisants. Des enjeux dont je suis le seul responsable. Des enjeux qui pourraient mettre à mal l'Empire lui-même. Croyez-vous détenir une vérité supérieure qui puisse mettre en péril l'Empire, alors que vos intérêts seuls vous poussent à me trahir et à me tuer ? Dans la conjuration dont j'en te parle, tu figures en bonne place, Sénèque. J'aurais tant voulu éviter de découvrir que tu y étais mêlé. Puisque tu évoques la logique, Néron, je ne crois pas pouvoir te convaincre que je n'y suis pas mêlé. Dans l'histoire de Rome, d'autres hommes ont eu, eux aussi, l'impudeur de nier ce qui était évident, ce que tout le monde savait. Notre histoire est pleine de ces conjurés qui voulaient, disait-il, sauver la République, le Sénat, le peuple romain, la coutume des ancêtres, ou je ne sais quoi d'autre. Mais que voulaient-elles au bout du compte, ces âmes généreuses ? La conquête du pouvoir. Le désordre n'amène jamais l'ordre.
Et le pouvoir dont je dispose, par la volonté des dieux et la bienveillance des hommes, je le garderai, parce qu'il fait partie de ma destinée. Même si je dois, pour y parvenir, écraser toute rébellion dans l'œuf. Et celle que je veux écraser est déjà éclose. Et tu fais partie des poussins de cette portée nauséabonde. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.